Porte-parole national du mouvement de la paix et représentant du mouvement de la paix à la Commission ECOSOC des Nations Unies. Cela fait 50 ans que j'ai fait de la lutte pour la paix et le désarmement nucléaire mon engagement prioritaire. Dans mon intervention, je développerai 4 idées principales. Nous sommes à un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, les peuples peuvent changer le cours de l'histoire. Le Nord et le Sud peuvent et doivent agir ensemble. Et je proposais 4 rendez-vous annuels pour structurer une mobilisation mondiale durable. Il y a 81 ans, à Hiroshima et puis à Nagasaki, l'humanité découvrait qu'elle possédait désormais le pouvoir de s'autodétruire. En quelques secondes, 2 villes furent anéanties. Des dizaines de milliers de femmes, d'enfants furent tués, des centaines de milliers d'autres furent condamnés à des souffrances physiques et morales qui les accompagnèrent toute leur vie. Mais des ruines d'Hiroshima et de Nagasaki est née une force extraordinaire, les Hibakusha. Au lieu de transmettre la haine, ils ont choisi de transmettre l'espérance. Au lieu d'appeler à la vengeance, ils ont consacré leur vie à un message universel. Plus jamais Hiroshima, plus jamais Nagasaki. Je voudrais aujourd'hui leur rendre un hommage. Grâce à leur courage, grâce à leur témoignage, grâce à leur persévérance, un immense mouvement mondial s'est construit. Des citoyens, des scientifiques, des villes, des associations, des syndicats, des organisations internationales, des États et les Nations Unies ont fait progresser une idée simple qu'un monde sans armes nucléaires n'est pas un rêve naïf, mais un objectif politique réaliste. Nous leur devons beaucoup, mais aujourd'hui, nous leur devons davantage encore. Nous avons le devoir de poursuivre leur combat, car leur message est plus actuel que jamais. Nous vivons dans un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Les guerres s'étendent, les populations civiles en paient le prix, le droit international est de plus en plus contesté, les dépenses militaires atteignent des niveaux jamais connus. Selon le CIPRI, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 900 milliards de dollars en 2025 contre 840 milliards en l'an 2000. En 25 ans, elles ont donc plus que triplé. Selon le Congressional Budget Office des USA, l'ensemble des forces nucléaires des USA, de leur fonctionnement, de leur entretien, de leur modernisation, devrait coûter 946 milliards de dollars entre 2025 et 2034, soit environ 95 milliards de dollars par an. Dans le même temps, les 9 États dotés de l'arme nucléaire modernisent leurs arsenaux. Les engagements pris en faveur du désarmement sont progressivement abandonnés. Les grands traités qui limitaient la course aux armements disparaissent les uns après les autres jusqu'au traité New START, dernier accord contraignant entre les États-Unis et la Russie sur les armes nucléaires stratégiques qui a fini en 2026. En France aussi, cette évolution est visible. La France engage un vaste programme de modernisation de sa force nucléaire. Nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nouveaux missiles, nouvelles têtes nucléaires, deuxième porte-avions nucléaire, un ensemble de programmes qui représentent près de 90 milliards d'euros, sans compter les coûts futurs de fonctionnement et d'entretien. À l'échelle de l'Union européenne, les dépenses militaires vont augmenter de 62% entre 2020 et 2025. Et le plan Réarme Europe prévoit 800 milliards d'euros supplémentaires pour les années qui viennent avant 2030. Tous ces faits conduisent à une conclusion simple. Le risque nucléaire n'appartient pas au passé. Il est redevenu une menace bien réelle pour notre présent. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui une chose essentielle. À mes yeux, le véritable enjeu dépasse la seule question nucléaire. Nous sommes à un point de bascule de l'histoire de l'humanité. 2 chemins s'ouvrent devant l'humanité. Le premier, c'est celui que nous voyons malheureusement se dessiner sous nos yeux. C'est le chemin de la peur, le chemin d'une économie de guerre, où les budgets militaires progressent plus vite que les budgets consacrés à la santé, à l'éducation, à la lutte contre la pauvreté ou contre le dérèglement climatique. C'est le chemin de la domination de la force sur le droit. Pourquoi? Parce que ce chemin, c'est le chemin où quelques puissances économiques, financières, médiatiques et militaires imposent de plus en plus leurs intérêts au peuple. Le chemin, c'est le chemin où progressent les nationalismes, le racisme, les idéologies d'extrême droite, les logiques de domination et de confrontation. Ce chemin nous conduit vers toujours plus de guerres, toujours plus de violence, toujours plus d'insécurité.
Mais il existe un autre chemin, le chemin de la coopération, le chemin du dialogue, le chemin du droit international, le chemin du multilatéralisme, pour faire court, le chemin d'une véritable sécurité humaine, c'est-à-dire une sécurité qui ne se mesure pas au nombre de missiles, de chars ou de sous-marins nucléaires, mais à la capacité de chaque être humain à vivre en dignité, à avoir accès à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, à la culture, à un environnement préservé et à tous les droits humains. Voilà le choix qui est devant nous. Voilà le véritable point de bascule. Moi, je garde espoir. Pourquoi je garde espoir? Certains disent c'est déjà trop tard. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que l'histoire nous enseigne une leçon essentielle. Lorsque les peuples s'unissent, ils changent le cours de l'histoire. Les peuples, ils ont obtenu la décolonisation. Ils ont conquis de nouveaux droits sociaux. Ils ont fait progresser les droits des femmes. Ils ont vaincu l'apartheid. Ils ont fait naître les Nations Unies. Ils ont obtenu des avancées importantes en matière de désarmement nucléaire. Rien de tout cela n'était écrit d'avance. À chaque fois, des hommes et des femmes se sont levés ensemble au plan mondial. Ils ont montré que l'histoire n'était pas une fatalité. Comme le disait le philosophe français Edgar Morin, sociologue, plus on s'approche de l'abîme, plus il existe la possibilité d'un sursaut. Je crois profondément que nous sommes aujourd'hui dans ce moment où le sursaut est encore possible. Mais ce sursaut ne viendra pas tout seul, il dépend de nous. Il faut construire une mobilisation mondiale. Il dépend de notre capacité à rassembler. Il faut rassembler les mouvements de la paix, les organisations de défense des droits humains, les syndicats, les mouvements féministes, les organisations écologistes, les associations de solidarité, les chercheurs, les artistes, les élus, les jeunes. Mais tout dépend surtout de notre capacité à unir les opinions publiques. Les opinions publiques des pays du Nord, les opinions publiques des pays détenteurs d'armes nucléaires, mais aussi les opinions publiques des pays du Sud. Car les armes nucléaires ne distinguent ni les frontières, ni les religions, ni les couleurs de peau. Nous appartenons tous à la même communauté de destin. Je voudrais d'ailleurs saluer ici les luttes des peuples du Pacifique qui ont permis la reconnaissance des conséquences humaines des essais nucléaires français, ainsi que les avancées récentes intervenues en Polynésie pour rendre possible des dédommagements. Elles montrent qu'aucun combat pour la vérité et la justice n'est perdu d'avance. N'oublions pas une autre chose très importante. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires n'aurait jamais été adopté en 2017 sans la mobilisation des pays du Sud qui ont fait entendre à l'Assemblée générale des Nations unies la voix de la majorité de l'humanité. Le désarmement nucléaire n'est donc pas seulement l'affaire des 9 puissances nucléaires, c'est l'affaire de tous les peuples. C'est pourquoi je vais faire 3 propositions pour l'action. La première, c'est de soutenir et d'élargir l'appel mondial déjà signé par plus de 600 organisations de 99 pays. Cet appel fixe un objectif clair, parvenir à un monde sans armes nucléaires d'ici 2045 pour le 100e anniversaire de la Charte des Nations Unies. C'est un appel ouvert à toutes les organisations, quelle que soit leur sensibilité, dès lors qu'elles partagent cet objectif commun. La deuxième proposition, c'est de structurer une mobilisation mondiale autour de 2 grands rendez-vous annuels liés à l'appel et au désarmement nucléaire. Le premier, du 6 au 9 août, pour faire vivre partout dans le monde la mémoire d'Hiroshima et de Nagasaki. Le deuxième, du 21 au 26 septembre, c'est-à-dire de la Journée internationale de la paix à la Journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires, afin d'organiser partout des marches, des débats, des rencontres avec les élus, des initiatives dans les écoles, les universités, les entreprises, les quartiers, les villages. Enfin, dernière proposition, la troisième, je propose que l'on participe activement à 2 grands rendez-vous de convergence avec l'ensemble des mouvements sociaux. Ces moments existent déjà, il faut les renforcer. Le 1er mai, parce que la paix est une condition du progrès social. Comment répondre aux besoins des peuples lorsque les dépenses militaires absorbent les ressources considérables? Et le 10 décembre, autre date importante, la Journée internationale des droits humains, car le premier droit humain, c'est le droit de vivre. Le droit de vivre sans la menace
d'une guerre nucléaire, le droit de transmettre aux générations futures une planète habitable et un monde de paix. En conclusion, je dirais que les Hibakusha nous ont transmis un témoin. Aujourd'hui, ce témoin, il est entre nos mains. À nous de le porter, à nous de convaincre, à nous d'agir, à nous d'unir les peuples du Nord et du Sud, à nous de faire grandir cette immense majorité des femmes et d'hommes qui veulent simplement vivre en paix. Alors, un jour, nous pourrons dire aux Hibakusha, votre combat est devenu le nôtre, et grâce à vous, grâce aux millions d'hommes et de femmes de tous les continents, l'humanité aura choisi la vie plutôt que la peur. Nous allons choisir la coopération plutôt que la confrontation, le droit plutôt que la force, la paix plutôt que la guerre. Je vous remercie. Roland Nivet, merci, au revoir.